Figaro Live, il est 11h11, encore une fois dépassé de quelques minutes. C'est la dernière victime en date du pacte de Marrakech. Le Premier ministre Charles Michel a donc présenté sa démission. Il a jeté l'éponge, une décision due à une précédente démission, celle des ministres nationalistes flamands. Les membres de ce parti rejetaient le pacte de Marrakech, pour lequel 150 pays se sont engagés lundi, qui doit être ratifié dans les prochaines heures. Alors, la France, qui fait partie de ces pays qui ont signé, qui s'engagent, doit-elle respecter ce pacte? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Bonjour Édouard de Maréchal, vous êtes journaliste au Figaro.fr, vous avez lu les 41 pages de ce pacte. Qu'est-ce qu'on y trouve vraiment ? Alors, ce pacte, comme cela a été répété de nombreuses fois, n'est pas juridiquement contraignant. C'est écrit noir sur blanc dans la déclaration finale qui a été adoptée le 10 décembre dernier à Marrakech. Mais comme vous l'avez aussi rappelé, c'est un pacte qui est loin de faire l'unanimité. Puisque, en gros, il y a 165 États sur les 193 États membres des Nations Unies qui l'ont ratifié à Marrakech. Et donc, en gros, il y a à peu près une trentaine de pays qui ont déjà annoncé leur retrait ou en tout cas le gel de leur décision. Sur ces 165 ou bien Non, sur les 193. Donc voilà, en gros, d'accord. 165 États. On est à 165. 165 États l'ont ratifié. Donc, il y a les États-Unis, évidemment, qui ont annoncé leur retrait et leur opposition à ce texte. Il y a l'Australie, il y a Israël, il y a... On va revenir peut-être sur tous ces États. Concernant le contenu, on va regarder un résumé des 23 objectifs qu'on y trouve. Donc, la construction d'un appareil statistique harmonisé, le renforcement de la coopération internationale, la lutte contre les passeurs, l'organisation des frontières, tous ces 4 premiers points qui sont les extraits des 23 objectifs, visent, si on comprend bien, à mieux organiser, à mieux prendre en compte le phénomène migratoire. Exactement, il vise à organiser, comme l'indique son nom, il vise à organiser une immigration sûre, ordonnée et régulière. Donc encore une fois, il n'instaure pas de droit à la migration. Après, ses opposants reprochent un peu à ce pacte son arrière-plan idéologique, c'est-à-dire que ce pacte considère l'immigration comme quelque chose de non seulement inéluctable et en plus de quelque chose de nécessairement positif. Alors justement, on va revenir sur ça peut-être en regardant encore une fois les objectifs. Quelques-uns des objectifs de ce pacte. On voit déjà quelque chose d'assez concret, c'est la mise en place d'un site internet qui vise à mettre au courant des différentes politiques migratoires suivant les pays et surtout promouvoir le respect mutuel des cultures, promouvoir l'acceptation de la diversité. C'est ça. Alors ça, c'est un autre point. C'est ça l'idéologie en fait sous-jacente du pacte. Voilà, c'est un peu l'idéologie sous-jacente du pacte. C'est un peu la question de... Bon, l'immigration est considérée comme quelque chose de nécessairement positif, encore une fois, quelque chose d'inéluctable. Et surtout, elle est considérée dans son acceptation anglo-saxonne, c'est-à-dire forcément multiculturelle. C'est-à-dire que le migrant doit évidemment respecter la culture de son pays d'accueil, mais le pays d'accueil doit aussi respecter et se conformer à la culture de la personne qui arrive sur son pays. C'est quelque chose qui correspond à une vision anglo-saxonne, multiculturaliste de l'immigration, qui ne correspond pas nécessairement à l'acceptation de beaucoup d'autres États dans le monde. Oui, c'est un principe même qui est vieux comme l'humanité, et qui est vieux comme l'Antiquité. À Rome, fait comme les Romains, c'est ce qu'on disait, donc qui a été théorisé du temps de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'il faut que chaque migrant doit se conformer aux lois, aux us et aux coutumes des pays dans lesquels il migre. Est-ce que le pacte pose ce principe ? Oui, il le pose. Il dit que le migrant doit respecter la culture du pays dans lequel il est accueilli. Et encore une fois, il y a la contrepartie qui vient dans la foulée, c'est-à-dire que le pays doit respecter la culture du migrant qui l'accueille. Alors, j'ai envie de vous poser une question. S'il n'est pas contraignant, à quoi doivent s'engager les pays qui le signent ?
Alors, effectivement, il n'est pas contraignant. Ceci dit, il contient une 50aine de fois le terme « nous nous engageons ». Donc, effectivement, c'est un terme qui est important dans ce pacte. Les pays doivent s'engager. Pour l'instant, c'est plus une preuve de bonne volonté. Effectivement, ce pacte n'aura pas de conséquences juridiques. Après, ses opposants craignent une chose, c'est qu'ils deviennent contraignants par l'action des juges. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est déjà vu, notamment par exemple la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si on prend l'exemple français, a intégré le bloc de constitutionnalité de la Constitution française dans les années 70 par une décision du Conseil constitutionnel. Donc à l'origine, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'était pas contraignante. Elle l'est devenue en intégrant le bloc de constitutionnalité par l'action des juges. Alors techniquement, c'est magnifique, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence pratique ? Alors ça a comme conséquence pratique ce qui n'était que des objectifs et des choses non contraignantes deviennent contraignantes, c'est-à-dire que c'est, disons, pour être très concret, qu'une personne migrante dans un État signataire de ce pacte pourrait invoquer ce pacte devant les juges pour demander à faire respecter un point précis type... contre la loi générale de ce pays. Contre la loi générale de ce pays, voilà. Donc, ouais. de fait, il y a un risque, en tous les cas, comme le disent ses opposants, qu'il y ait un droit opposable aux migrations qui aille à l'encontre de la souveraineté de l'État, des lois de cet État. Alors pour l'instant, on en est très loin. Il faut encore que les juges s'en emparent et que le processus qu'on a décrit arrive. Et puis il faut aussi souligner que en France et dans n'importe quel autre pays, c'est la Constitution qui prédomine. C'est-à-dire que c'est les lois quelque chose du pacte qui est anticonstitutionnel. Je le vois mal être appliqué de force à la loi française. Alors, il y a un dernier point, c'est le rôle de la presse. Je lis le point 17, l'objectif 17, extrait « Éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues ». Ça, c'est donc l'objectif 17, et donc c'est ce que sont invités à faire tous les responsables, les leaders d'opinion. Aujourd'hui, les migrations sont perçues négativement en France. Selon le dernier sondage IFOP pour le JDD, 52% des Français pensent que la France accueille trop d'étrangers, 54% pensent que l'immigration a un impact négatif sur la croissance économique. Est-ce que cette opinion majoritaire, légèrement majoritaire, mais majoritaire, est contraire à l'esprit du pacte de Marrakech ? Alors ça, je ne me prononcerai pas dessus, mais simplement, effectivement, cet objectif 17 est particulièrement problématique. C'est effectivement un objectif qui est un peu passé sous les radars, qui n'a pas été vraiment commenté, mais qui est quand même particulièrement pernicieux, puisque, en gros, il explique comment les États doivent éduquer la presse à la question migratoire. Il parle même de terminologie adaptée pour parler des migrations. Il parle même de sanctions potentielles, c'est-à-dire de couper des subventions ou des aides matérielles à des médias donc, qui, je cite, promeuvent systématiquement l'intolérance, la xénophobie, le racisme. Donc là, on est quand même dans un problème... Oui, mais ça, déjà en France, on condamne ces médias-là. Il y a les lois Pleven-Guesso qui interdisent, bien sûr... On les condamne, mais encore une fois, ça participe à l'esprit général de ce pacte qui est contesté par ses opposants, qui est que l'immigration et l'opportunité de l'immigration doit rester un sujet de débat. Ça ne doit pas rester quelque chose, ça doit pas devenir quelque chose de comment dire, d'encadrer et il ne doit pas avoir de vérité officielle. Voilà, c'est ça. Merci Édouard de Maréchal, justement, merci notamment d'avoir précisé ce point. Je vous précise qu'on a sollicité notamment RSF pour répondre à ces questions qui ne pouvaient pas répondre. On en est un peu désolé parce que justement c'est une question qu'on se pose, notamment autour de cette expression sensibiliser les professionnels des médias aux questions de migration et à la terminologie afférente en instituant des normes déontologiques pour le journalisme et la publicité. On aimerait bien savoir en quoi ça consiste exactement en tout cas à répondre peut-être à certaines polémiques qui sont soulevées autour de ce point, notamment à droite avec cette déclaration d'Éric Ciotti, puis qu'on va écouter, et je vous propose d'écouter ensuite le plaidoyer de Jean-Luc Mélenchon en faveur du texte. On va sanctionner les journalistes, vous peut-être demain, si vous critiquez les politiques migratoires. Ce qui se passe est un véritable scandale démocratique et personne, aujourd'hui, ne réagit au sein du gouvernement à la demande de l'opposition d'avoir un vrai débat devant le pays et un vrai débat à l'Assemblée nationale. Il est dit que ce pacte
respectent la souveraineté des États, cela est répété plusieurs fois, et les obligations que leur fait le droit international. Bon, donc ce pacte ne s'impose à personne juridiquement, et deuxièmement, respecte la législation de chaque pays. Donc j'ai du mal à comprendre quelle est la nature de la polémique, ou, pour mieux dire, j'ai l'impression de quelque chose de totalement politicien, pour réagiter le démon de la question de l'immigration dans un moment où la question sociale domine. Il y a quelque chose de politicien, mais il y a quelque chose aussi peut-être de géopoliticien. Bonjour Pierre Vermeuren. Je fais ce jeu de mots parce que vous avez dit, dans une interview que vous avez accordée à Tanguy Berthemé pour Le Figaro et le Figaro.fr, que ce texte, ce pacte de Marrakech, favorise et a été voulu par les pays de l'hémisphère sud. Oui, c'est une évidence. Ces pays sont majoritaires au sein de l'Organisation des Nations Unies. Ils imposent depuis plusieurs décennies, en fait depuis la fin de la guerre froide, un certain nombre de points de vue. C'est pourquoi d'ailleurs on observe que les pays qui se sont rétractés ou qui n'ont pas voulu signer, ce sont des États européens. Et ce sont les grandes puissances, disons, les pays riches, ou en tout cas des pays qui ont des réticences comme le Brésil ou comme la Chine. Donc, on peut être sûr que les grands pays n'accepteront et n'appliqueront jamais, même s'ils le signent, ils ne s'engageront à rien. Les pays du Sud ont un problème démographique considérable, un problème de développement. Ils ont besoin, pour éviter la surchauffe, de faire partir une partie de leur population qui leur permet de se libérer, je dirais, de libérer le terrain social, de libérer la pression urbaine. Et en même temps, ils ont besoin des revenus des travailleurs immigrés. Donc ils imposent ce texte. Ils utilisent effectivement une situation géopolitique catastrophique qui envoie des milliers de gens par le fond en Méditerranée. Ça, on comprend que dans ces conditions, ce soit difficile de faire silence. Ce qu'on comprend moins bien, c'est pourquoi les pays européens, au fond, d'abord, n'ont pas de position commune, ils sont divisés. Ils sont même divisés à l'intérieur de leur gouvernement, comme on vient de le voir en Belgique aujourd'hui. Absolument, et puis on vient de le voir aussi dans la classe politique. Donc il n'y a aucun point de vue, il n'y a pas de point de vue européen, il n'y a même pas de point de vue français, belge ou allemand. C'est étrange parce qu'au fond, on peut négocier sur une base égale ou, disons, équilibrée, si chacun demande des choses. Que les pays du Sud demandent le respect de leurs immigrés, on l'entend. Maintenant, on peut aussi entendre que les pays occidentaux ou européens pourraient exiger un certain nombre de choses, par exemple sur la liberté de conscience, la liberté religieuse, ou le respect, par exemple, des homosexuels. Est-ce qu'on peut accepter de négocier avec des États qui tuent ou emprisonnent des homosexuels, qui tuent ou emprisonnent des personnes qui ont changé de religion ou qui se disent athées? Et donc c'est sur cette base-là qu'on pourrait s'entendre, négocier. Mais si l'Europe, effectivement, offre des choses et qu'en face, elle subit une pression, on n'est pas dans quelque chose d'équilibré. Alors, on en est loin, Pierre Vermeuren, vous dites que, justement, ce pacte, il est imposé par des pays qui n'ont pas les mêmes standards en matière de liberté d'expression ou d'acceptation de certaines minorités, en particulier de minorités sexuelles. Pourtant, ce que disait à l'instant Édouard de Maréchal, c'est que les présupposés idéologiques que l'on trouve dans ce pacte sont très inspirés des pays anglo-saxons et en particulier du multiculturalisme anglo-saxon. Oui, certainement, mais le multiculturalisme anglo-saxon, on le connaît, il ne ressemble en rien à ce qui se passe dans les sociétés du Sud, en tout cas dans un grand nombre de pays. On s'est félicité récemment qu'en Inde, il y ait des lois qui soient prises pour améliorer la condition des femmes, et notamment en cas de viol, etc. Il y a des pays où le viol n'est toujours pas criminalisé. Donc, si vous voulez, c'est pas ça. Les pays anglo-saxons, c'est des sociétés très libérales, effectivement, dans lesquelles tout est possible et où on respecte la vie et l'autonomie, l'existence des communautés. Bon, c'est pas le modèle que veulent les grandes puissances, comme la Chine. C'est pas le modèle que veulent les pays de l'Est. Bon. Mais en même temps, dans les pays du Sud, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il n'y a ni le multiculturalisme, ni les libertés publiques. Donc ça se négocie. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas du tout là. Pourquoi le Maroc, dont vous êtes un des spécialistes, puisque vous êtes historien et spécialiste du Maghreb, pourquoi le Maroc a-t-il accueilli cette conférence ?
Le Maroc l'a accueilli tout simplement parce qu'il est à cheval, si je puis dire, sur le détroit de Gibraltar. Il est à la jonction entre le monde arabe, le Maghreb, l'Europe et l'Afrique. Hein, bon, voilà. Donc, il veut aussi mettre en scène internationalement cette dimension. Il est un pays de transit vers l'Europe. D'ailleurs, actuellement, c'est le pays par lequel entrent le plus de migrants. Depuis 2 ans, depuis que les Italiens ont refermé le détroit de Sicile, la migration s'est déplacée vers le détroit de Gibraltar en partie. Et le Maroc passe même par le Pays Basque français maintenant, d'ailleurs. Ah bah oui, vous savez, c'est la ligne droite. Puis après, ça va dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, etc. Bon. En tout cas, oui, c'est un chemin de Compostelle à l'envers. Et encore une chose sur le Maroc. Oui, parce qu'on a pu lire dans le Figaro que le Maroc cherchait en fait à modifier son image, à créer un écran de fumée, par exemple, de générosité, et en coulisses de continuer à mener une politique dure à Ceuta et Melilla en collaboration avec l'Espagne et l'Italie. Oui, mais surtout le Maroc et les pays du Maghreb, si vous voulez, ils sont en première ligne de l'immigration africaine. Et ils ne veulent pas, et c'est là que c'est un peu malhonnête, parce qu'au fond, on vient de le voir, l'Algérie a dit non, parce que justement, elle ne... Attendez, la signature de ce pacte et le fait que le Maroc et un certain nombre de pays arabes du nord de l'Afrique s'engagent, en réalité, ils ne veulent pas devenir des pays d'immigration, alors qu'ils sont en train de le devenir avec les subsahariens, et que potentiellement, vu les différentiels de niveau de vie entre l'Afrique et le Maghreb, ou l'Afrique et l'Égypte, il peut y avoir une immigration de millions de personnes qui s'installent au Maghreb. Et ça, au fond, ils préfèrent être des pays de transit. C'est pour ça que c'est très important pour eux que les pays européens acceptent de les recevoir. Une autre chose, le Maroc, vous savez, c'est un bon exemple, parce qu'au fond, 5 millions de Marocains se sont installés en Europe depuis les années 80, et c'est ce qui a permis au Maroc de tenir. C'est-à-dire d'éviter une révolution. Des transferts de revenus. Non, voilà, absolument. Et puis surtout, les révolutions éclatent quand la situation est intenable. Donc eux, grâce à cette immigration, qui non seulement rapportait de l'argent, elle a libéré la situation sociale, elle a allégé la situation sociale dans un pays où elle est très tendue. Et du coup, ils veulent continuer comme ça. Mais le problème, c'est que le monde, l'histoire continue et qu'aujourd'hui, ce sont les pays d'Afrique essentiellement qui émigrent et ils peuvent potentiellement émigrer au Maghreb. Donc derrière le texte, derrière l'apparence généreuse du texte, vous dites que finalement, il y a une pression de ces pays de transit du nord de l'Afrique qui sont à la fois des terres d'émigration et des terres d'immigration, c'est-à-dire que leurs nationaux s'en vont vers l'Europe et en gros, ils reçoivent chez eux des ressortissants de pays d'Afrique qui sont dans leur sud. Ils veulent ne pas les recevoir et donc ils veulent que ce transit continue et ils exigent, il faut une pression sur les pays européens pour qu'ils adoptent une législation généreuse d'accueil pour ces populations-là. Exactement la même chose pour le Mexique. Le Mexique fait la même chose et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et le Koweït sont en train de renvoyer des millions d'immigrés. C'est planifié, c'est annoncé. Donc tout ça est très contradictoire. Est-ce que, puisque vous en êtes également un des spécialistes, notamment de la criminalité et des trafics dans le nord de l'Afrique, est-ce que les passeurs, les trafiquants s'inquiètent quand ils voient ce texte ? Vous savez, rien n'inquiète la mafia. Elle trouve toujours... Parce que c'est l'un des objectifs du texte, c'est de lutter contre justement les trafiquants et les passeurs. Oui, bien sûr. De mais mieux coordonner. C'est ce qui s'est passé en... Vous savez, ils s'en fichent des textes. En réalité, quand il y a eu l'accord entre l'Allemagne et la Turquie, de fait, les passeurs n'ont plus pu faire passer les migrants. Ils font autre chose. Ils sont opportunistes. Et les Libyens, maintenant, qui bloquent, avec l'aide des Italiens, la frontière, il y a de la reconversion. De toute manière, le trafic qui traverse le Sahara est tellement considérable pour tout un tas de produits, de personnes, de gens, qu'ils n'ont pas beaucoup d'inquiétude à avoir sur la nature future de leurs activités. Dernière question, est-ce que la France est toujours vue comme un Eldorado pour les pays du Maghreb et pour les pays africains ? L'Europe de l'Ouest, en général, oui, bien sûr, c'est mondial. Il y a cette idée qui est véhiculée d'abord par la crise des Gilets jaunes savez, et le problème social rencontré par la France quand on non, ça ne peut pas les décourager. Mais non, parce que ce que les gens voient, si vous voulez, c'est qu'ils reçoivent des touristes et ils reçoivent aussi l'argent des types qui réussissent dans le football. C'est ça que les gens voient. Dans les pays du Sud. Ils voient qu'on peut être un gamin de Bamako et devenir une star internationale avec des jolis mannequins et des dollars plein les poches. Donc c'est ça. Tous envie de devenir Georges Weah ou Karim Benzema. Merci sûr. Pierre Vermeuren. On recommande vos livres, c'est à lire et à acheter pour Noël, notamment votre dernier livre sur les dissidents du Maghreb. Merci beaucoup. Et également, moi, celui que je vous recommande, c'est Le choc des décolonisations. C'est un choc
Personnellement, je ne m'en suis pas remis, en tous les cas de sa lecture. Et c'est à relire aussi votre interview dans Figaro Vox sur le rôle justement des pays du Sud dans la rédaction de ce texte. Et dans un tout autre domaine sur les Gilets jaunes. C'est votre contribution à la série débat du Figaro sur la réconciliation des deux France. Et c'est à lire depuis hier soir sur lefigaro.fr et dans l'édition papier de ce jour. On le disait tout à l'heure avec Édouard de Maréchal, 165 pays donc s'engagent, signent le pacte de Marrakech. 10 l'étudient encore, 12 l'ont refusé. Pourquoi n'ont-ils pas encore ou refusent-ils de signer? Eh bien, extrait des déclarations de certains de leurs dirigeants. Wir haben heute im Ministerrat unter anderem den UN-Migrationspakt behandelt. Und wir haben uns mit dem UN-Migrationspakt befasst und nach eingehender Prüfung bestehen einerseits erhebliche Bedenken gegen die Inhalte, die in diesem Pakt auch vorhanden sind und dokumentiert sind und vor allen Dingen hinsichtlich der Inhalte und Ziele. Und wir lehnen konkrete Inhalte, die in dem Pakt formuliert worden sind, auch ab und können diese auch inhaltlich nicht unterstützen. Das ist gar nicht... אני הוריתי למשרד החוץ להודיע שישראל לא תשתתף ולא תחתום על הסכם ההגירה. אנחנו מחויבים לשמור על הגבולות שלנו נגד מסתננים בלתי חוקיים. זה מה שעשינו, זה מה שנמשיך לעשות. I jest bardzo prawdopodobne, że podobnie jak Austria czy Republika Czeska ostatnio, nie będziemy też częścią i zresztą Stany Zjednoczone tego Global Compact ONZ-owskiego. La France doit-elle appliquer le pacte de Marrakech? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Vous êtes une écrasante majorité à nous dire non. Eh bien, dites-nous pourquoi. Je salue Antimac, Elan, Marie-Claude, Solis qui ont déjà réagi, qui nous ont donné leurs commentaires, qui nous posent leurs questions. Vous pouvez faire de même. On y reviendra dans une deuxième partie, notamment avec vous, Didier Lesky. Bonjour. Bonjour. Merci d'être de retour sur le plateau de Figaro Live. C'est toujours un plaisir. Vous êtes le patron de l'Office de l'immigration et de l'intégration. À l'instant, on vient d'entendre Benyamin Netanyahou. C'est fort ce que dit le Premier ministre israélien, puisque, à l'entendre, le pacte ne condamne pas l'immigration clandestine. Le pacte, d'abord, il y a un problème de vocabulaire, et je pense que vos lecteurs, comme l'ensemble de l'opinion publique, doivent s'interroger. Si je vous dis que je passe un pacte avec vous, vous n'avez pas le sentiment que vous ne serez pas engagé. Voilà. Et là, il y a un problème. Quand on parle d'un pacte, on a le sentiment que ça engage. Et en même temps, on vous dit que ça n'engage personne. Donc, oui, c'est tout le problème, c'est toute la contradiction. Voilà, il y a quelque chose qui est très étrange. Et donc, bien évidemment, les États restent souverains, mais il y aura une pression, je dirais, de type moral, en particulier sur les pays qui sont sensibles à la pression morale, qui sont globalement les pays d'Europe, sur cette idée qu'on doit laisser passer. Et c'est ça qui fait le trouble. Ça vous inquiète, vous, en tant que patron de l'Office de l'immigration et de l'intégration? Pas spécialement, parce que la migration, elle est là. Ce qui peut être inquiétant, et je le comprends, c'est le fait que globalement, nos sociétés sont des sociétés qui deviennent de plus en plus diverses en termes d'origine, de culture, de confession, et que les sociétés qui aujourd'hui sont les plus allant sur ce pacte sont des sociétés qui ont des trajectoires complètement inverses, Didier Lesky, qui deviennent moins divers. Quand vous êtes venu, ça je comprends, c'est sur l'opinion, mais je vous parle de vous. Quand vous êtes venu précédemment sur ce plateau, vous aviez dit que justement les reconduites à la frontière, il y a eu toute une politique qui visait à augmenter ces reconduites à la frontière. Est-ce que vous vous sentez toujours aussi libre de les recommander, de les faire, de les pratiquer avec ce pacte, ou est-ce que vous, personnellement, vous craignez une pression dans l'esprit de ce pacte dans le pacte lui-même, il est écrit que les États doivent accepter leurs ressortissants dès lors qu'ils sont illégaux dans les pays du Nord. C'est écrit dans le pacte. Ça suppose pour cela que les pays du Sud acceptent, par exemple, de délivrer ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires, c'est-à-dire acceptent vraiment de reprendre les ressortissants qui seraient en situation illégale ici. La pratique, indépendamment de ce qui est écrit dans le pacte aujourd'hui, c'est que ça reste très difficile. Et donc, l'engagement sur ce point précis, c'est un engagement qui existe déjà de manière bilatérale
entre la France, par exemple, et des pays du Maghreb ou des pays de l'Afrique de l'Ouest, et qu'on a du mal à mettre en œuvre. C'est tout l'enjeu de l'accord qui a été passé à un moment donné par l'Allemagne avec la Tunisie ou par d'autres pays d'Europe, qui est de dire les illégaux, ceux dont on estime qu'ils ne relèvent pas d'un besoin de protection et qui n'ont pas les moyens ici de trouver une insertion, eh bien, on vous les renvoie. Et là, on a des pays qui ont du mal à les accepter. On précise, les réfugiés ne sont pas concernés par ce pacte. C'est tout le problème aussi de ce texte, c'est-à-dire la migration ou les migrants, c'est un terme générique qui ne veut rien dire. Il y a en France des personnes qui ont Vous ne craignez pas que justement, dans l'esprit de ce texte, vous ne pouvez plus dire ça un jour ? Mais je pense qu'il faut continuer à le dire parce qu'il faut continuer à protéger ceux qui relèvent d'un besoin de protection au sens de la Convention de Genève, et puis d'autres types de personnes qui peuvent arriver, qui n'ont pas un droit spontanés à résider ici parce qu'ils n'ont pas de liens familiaux, ce ne sont pas des conjoints de Français, et qui sont dans une dynamique qui est d'essayer de trouver ici un débouché économique à une crise ou un débouché social, alors que, en particulier pour la France, on est dans une situation qui est difficile, puisqu'on a un chômage endémique qui est important, et surtout la disparition de nombreux métiers peu qualifiés, alors que les migrants qui arrivent et qui n'ont pas ce droit au séjour souvent, sont des migrants qui ont un bas niveau de qualification. Donc, effectivement, quand on voit le sondage IFOP pour le JDD, qui montre que 54% des Français pensent que l'arrivée de migrants aujourd'hui pourrait peser sur la croissance ou un impact négatif sur l'économie, ce sentiment n'est pas, en tous les cas, infondé, ou il trouve quand même une traduction des fondements dans la réalité. Écoutez, je ne suis pas économiste et il y a un débat entre économistes pour savoir si la migration, c'est un avantage ou un inconvénient. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui en France, il n'y a jamais eu autant d'immigrés dans la population globale. On est aux alentours de 10%. Et c'est une question que posait Philippe. Combien y a-t-il de migrants en France chaque année ? C'est pas de migrants, c'est différent. Il y a en France, on délivre à peu près 200 000, 220 000, 240 000 nouveaux titres de séjour en 2017. On va être à peu près la même chose en 2018. Il faudrait y enlever les étudiants. Il y a 80 000 étudiants dans ces 240 000. Oui, parce que les leviers de l'immigration, c'est le regroupement familial, c'est l'immigration de travail, C'est toujours un peu d'immigration de travail, ce sont les étudiants. Et puis il y a les demandeurs d'asile. On va terminer cette année sans doute à 120 000, 130 000 demandeurs d'asile, c'est-à-dire le chiffre le plus haut jamais atteint par la France en termes de demande d'asile. Parmi ces demandeurs d'asile, un tiers, un quart, 40 000 l'année dernière vont obtenir un statut de réfugié. Donc ça, c'est autre chose. Et donc, il faut bien serrer ce qu'on appelle migrants, parce qu'on fait une sorte de boogie-bulga et on ne sait plus de quoi on parle. C'est le problème de ce texte. Et ce texte n'y aide pas. Merci beaucoup Didier Lesky d'abord de nous aider à serrer et d'avoir donné toutes ces précisions. On va y revenir dans une deuxième partie. On recommande aussi vos livres et vos articles à retrouver sur lefigaro.fr. Votre dernier livre, Rien que notre défaite, qui ne concerne pas l'immigration, mais qui concerne plutôt mai 68 et puis l'après. Et l'après, et les suites du mouvement. Un des faits marquants de ce pacte, on l'a dit, est combien ses promoteurs ont cherché à promouvoir une notion qui a soulevé la polémique, c'est la souveraineté des États. On écoute Louise Arbour et ensuite le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. In doing so, do listen to the Secretary General's dispelling of the myths about this compact. It is not correct to suggest that this compact imposes obligations on member states and infringes on their sovereignty. It does nothing of the sort, and it is not binding as a treaty would have been. It does not create a right to migrate. Je n'ai jamais entendu autant de fadaises sur ce texte. Ce texte prévoit que les États ont la responsabilité de la garantie de leurs frontières, que les pays d'origine, de transit et de destination s'engagent ensemble à maîtriser les flux migratoires, s'engagent ensemble à démanteler les réseaux, s'engagent ensemble à respecter les droits humains, mais je pense que vous les partagez, les droits humains, le respect de la personne. Voilà le texte. Donc je trouve qu'il y a une manipulation de ce texte qui est assez insupportable. Alors, on va prendre vos questions et d'abord celle d'Élan. Peut-on dénoncer cette signature plus tard ? Est-ce que la France peut se retirer du pacte des migrants, par exemple, comme... Mais c'est tout le problème de la nature de ce texte. S'il n'est pas engageant, sa signature n'engage pas, donc la retirer n'a pas de sens. Voilà, et
Quelle est la nature juridique? C'est un engagement moral en réalité. Cet engagement moral, je pense qu'il faut le prendre de manière positive en disant que c'est d'abord un engagement moral vis-à-vis des pays du Sud pour qu'ils aient un autre traitement de leurs propres migrants qui arrivent dans ces pays du Sud. Quand par exemple l'Algérie fait monter dans des cars des subsahariens pour les renvoyer aux portes du désert, on est très loin de notre norme. Et on pourrait dire que ce pacte pourrait engager un certain nombre d'États qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes règles de protection des personnes sur le plan juridique que les pays d'Europe du Nord à converger vers notre modèle démocratique. Et là, à ce moment-là, ça serait un élément positif. C'est pourquoi l'Algérie a précisé hier que le texte, certainement, elle ne le signerait pas et qu'elle avait des réserves sur ces points. Bien sûr, mais je prenais l'Algérie parce que c'est de l'autre côté de la Méditerranée et que ça nous concerne, mais c'est toute la difficulté de la nature de ce texte. Et je pense qu'il y a un problème du vocabulaire, mais qui est propre à ces instances, si vous voulez. On a appris dans notre jeune temps qu'il y avait eu le pacte Briand-Kellogg en 1928, qui allait interdire et abolir la guerre. En réalité, ça n'a aboli rien du tout. Et donc, tout le monde aurait pu se retirer ou adhérer à ce pacte, et on est quand même allé à la guerre. Pourtant, Antimac nous dit « Je reste persuadé qu'un jour, une décision de jurisprudence rendra ce pacte contraignant sous le prétexte que la France l'aura signé. » C'est cette notion de jurisprudence, et Édouard l'a soulevé tout à l'heure, et ce qui revient dans toutes les... Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en réalité, dans ce pacte, du point de vue de nos pays, il y a déjà beaucoup de choses que nous appliquons. Par exemple, il est dit qu'on ne fera de la rétention administrative des personnes illégales qu'en dernier ressort. Globalement, c'est ce qui se fait, c'est déjà les directives européennes, c'est déjà le cadre européen. La question qui serait posée, c'est de savoir si dans les pays du Sud... La rétention administrative illégale, c'est quand il y a un sans-papier, un clandestin qui se présente, on ne le met pas tout de suite on discute avec lui pour savoir s'il accepte ou non de retourner, de collaborer à son retour dans son pays d'origine. Bon, globalement, c'est notre cadre juridique. La question qui serait posée à la majorité des membres de l'ONU, c'est de savoir s'ils sont prêts à accepter cette norme. Or, on sent bien, et c'est ce que disait Pierre Vermeuren, on sent bien qu'il y a une sorte de non-sens ou de non-discussion, parce qu'en réalité, pour arriver à appliquer ces normes, il faut des États qui soient un minimum démocratiques. La plupart de ceux qui signent ce pacte ou qui promeuvent ce pacte ne sont pas des États où la règle de droit est particulièrement appliquée, et encore plus les grandes puissances. Je doute que le gouvernement chinois ait l'intention d'arrêter avec la rétention administrative sans garantie juridique, avec un conseil d'État qui pourra statuer et un juge administratif qui pourra statuer sur la liberté des personnes, et pour autant, ils ne seront pas contre promouvoir l'idée de la migration, parce que ce qu'on ne voit pas... Parce que quand même, tout le paradoxe, c'est que si je vous écoute, c'est que depuis le début de l'émission, il y a beaucoup de pays qui sont des pays d'émigration qui finalement refusent d'appliquer chez eux, quand il y a une immigration, des principes qu'ils demandent dans les pays où vont leurs ressortissants. Parce que ces pays d'émigration, vous dites de ces pays, mais c'est souvent des pays sans État. Et c'est ça la difficulté. Pour appliquer... Chine n'est pas un pays sans État. Non, pourtant, il y a quand même pas mal d'émigrés chinois dans le monde. Je ne parle pas de la Chine, mais je parle de beaucoup de pays qui sont aujourd'hui à l'origine de la migration européenne. Aujourd'hui, voilà, les migrants qui rentrent en ce moment en Europe comme demandeurs d'asile, ils viennent à l'échelle de l'Europe d'abord de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, de Somalie, c'est-à-dire des pays où il n'y a pas d'État. Donc savoir si dans ces pays il n'y a pas d'État, il y aura une presse libre qui parlera correctement des droits humains et du respect des personnes, il n'y a pas de presse. un cadre juridique qui garantisse le droit des personnes, ça suppose qu'il y ait des juges indépendants. La question Didier Lesky que vous soulevez, on va reprendre les questions des internautes, c'est que finalement, est-ce que ce texte n'a pas été comme souvent, comme en France par exemple, conçu par certains hauts fonctionnaires internationaux, quelques technocrates de l'ONU, sans aucune prise avec le réel? Non, mais je pense qu'il part d'une bonne intention, mais il faut savoir à qui s'adresse d'abord cette bonne intention. Je pense qu'aujourd'hui, la bonne intention, c'est de dire à un certain nombre d'élites ou de responsables politiques dans des pays d'émigration qu'il faut revoir l'ensemble de leur système démocratique, à la fois pour mieux prendre en charge les populations qui sont chez eux, pour mettre en place un cadre juridique qui soit conforme
à ce qu'on souhaite partager ensemble, c'est-à-dire une conception des droits de l'homme, et donc éviter ces émigrations et éviter ce couac qui naturellement, cet écart qui naturellement angoisse les populations du Nord. Alors justement, dans ce cadre, il y a un certain nombre de commentaires. Claudie, les Français devraient avoir leur mot à dire. C'est inadmissible de nous imposer un tel pacte. C'est quand même incroyable, nous dit Solis, que ce texte n'ait été signé sans aucun débat. Et une autre question qui est posée par le même Solis, le problème de ce pacte et l'idéologie qu'il véhicule. Juste une chose, Édouard, à partir de quand on a décidé de faire un pacte comme ça? Quelle est l'origine? C'est quelque chose qui ça fait plusieurs années qu'on en parle, ça fait plusieurs années qu'il est en préparation dans les instances de l'ONU. Il a été signé en juillet dernier, adopté par l'Assemblée générale de l'ONU, donc à New York. Et donc là, voilà, il a été adopté le 10 décembre à Marrakech, mais bon, c'est quelque chose qui a mis plusieurs années à être préparé. Dans des instances effectivement supranationales où forcément le français moyen n'a pas eu nécessairement le sentiment d'être vraiment impliqué, quoi. Mais ça pose le problème en réalité de la démocratie française. À partir du moment où il a été décidé que dans la Constitution de la Ve République que la guerre et la politique étrangère appartiennent au président de la République, que je sache, les Français n'ont pas leur mot à dire, donc il n'y a pas de débat. D'ailleurs, on voit bien que dans les campagnes présidentielles, il n'y a jamais de débat autour de la politique internationale. Donc là, effectivement, les Français ont... Il y a un débat. Oui, sur l'immigration, mais ça n'a pas d'impact, puisque c'est un débat généralement a posteriori, c'est jamais a priori. Donc en réalité, il n'y a pas de débat, et c'est un problème français à ce moment-là. Et on verra si ça fera partie justement des débats qui seront posés dans les prochains mois, ou peut-être l'objet d'un référendum d'initiative citoyenne. Et là, on nous dit qu'il faut quitter l'ONU. Ça, c'est une autre question. Aucun pays, pour l'instant, ne l'a fait. Merci beaucoup. Merci de toutes vos précisions. Je recommande encore une fois vos livres. Les dissidents du Maghreb, Le choc des décolonisations, c'est Pierre Vermeuren. Rien que notre défaite, Didier Lesky. Édouard de Maréchal n'a pas encore écrit de livre, mais ça viendra. Il a plein de talent et vous pouvez vous reporter bien sûr à tous les articles de nos invités sur lefigaro.fr. Merci beaucoup. Dans un instant, Hervé Marseille est l'invité du Talk. Cet après-midi, Figaro Live Musique reçoit le groupe Sparky in the Clouds. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Demain, on reviendra sur le malaise des policiers dans les décrypteurs. En ce qui me concerne, c'était la dernière émission de l'année, pas de la saison. Et donc, je remercie Anne-Emmanuel Isaac, Laurent Triard et Stéphane Folzer pour leur aide, leur abnégation et leur stoïcisme parfois. Merci à Valérie Ancelin pour la réalisation de ces décrypteurs à qui on souhaite bon vent et bon courage pour la suite. Et bien sûr, merci au reste de l'équipe technique, Jean-Charles Cousin, Benjamin Bazin, Naomi Leroy, Venturine, Gilles Berlet. Et demain, donc vous retrouvez Ariane Lecoeur, même endroit, même heure, avec d'autres décrypteurs.